Votre programme avec April Moto, l'assurance en plus facile. Plus d'infos sur aprilmoto.com. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Power Sport News numéro 17, l'émission de tous les sports moto. Et qui dit compétition dit tour de chauffe, qui dit émission dit sommaire. Pour cette émission de rentrée, on débute par du off-road et le retour de triomphe dans le championnat du monde et le championnat Supercross US. Place ensuite à l'endurance, mais du côté coulisses, dans le team du Yoshimura CERT Motul, pour comprendre comment devenir un mécanicien d'une telle équipe championne du monde. Et enfin, portrait d'un pilote accidenté en 2003 qui a su, malgré son handicap, remonter sur une moto de course et créer le Handy Freeriders, association qui permet aux blessés de la route ayant un handicap de faire du circuit et de la compétition. Avec nous sur le plateau de Power Sport News, comme chaque mois, Pascal Tomec. Salut Pascal. Alors David. Et deux invités exceptionnels, avec des motos exceptionnelles que vous nous avez apportées. Eric Pecoraro, directeur marketing communication de Triomphe France. Bonjour David, bonjour Pascal. Benjamin Pivovarski, donc ton titre exact c'est Manager Off-Road. Manager Off-Road, et ça tombe bien, c'est des motos off-road qu'on a ici, une moto de motocross, une moto d'enduro. On va parler d'off-road. Triomphe a une longue tradition off-road, mais vous revenez sur le devant de la scène depuis quelques années sur ce terrain. On va en parler. Mais d'abord Pascal, j'ai une question pour toi. Ces motos te parle, toi tu suis pour Motul non seulement la vitesse, on en parle beaucoup dans Power Sport News, mais aussi le tout-terrain. Bien sûr. Qu'est-ce que t'inspire le retour de Triomphe? Moi j'avais un beau-frère qui était très Triomphe, T120 et autres, donc j'ai été bercé par l'histoire, et puis l'histoire de... T120 c'est les Bonnevilles. Les Bonnevilles, Marlon Brando, l'équipe est sauvage, et puis Steve McQueen quand il fait les 6 jours en Allemagne de l'Est, donc les trials, les 6 jours d'Écosse avec des moteurs Triomphe et autres, je les ai toujours connus. Mais par contre, là où j'étais très surpris, c'est de vous voir arriver en MX1 et MX2, d'abord en MX2, et de vous voir arriver dans des disciplines qui sont dominées par les Japonais. Et alors moi, après, j'aurais une grosse question, quoi. Mais je vais laisser David la poser quand même. Pour parler du retour de Triomphe en off-road ces dernières années, je me tourne vers toi, Eric. Ton parcours personnel suit celui de Triomphe, ou alors tu se calques sur celui de Triomphe. On t'a vu avec des motos de route, des motos même de piste, et là tu t'es converti à l'enduro? Alors converti, c'est un grand mot, mais en tout cas oui, ça me donne énormément envie d'essayer. Comme tu sais, Triomphe a une longue histoire. On fait des motos formidables, avec des gens formidables qui les fabriquent, hein, parce que la passion transpire chez nous, et les hommes qui font nos motos, en plus on les connaît. Mais toi tu moi, roules, toi, ça fait combien de temps que tu es chez Triomphe? Moi, ça fait 25 ans que je suis chez Triomphe. J'ai toujours aimé la moto, même avant chez Triomphe, je n'ai fait que des Triomphs. Mais effectivement, très honnêtement, quand tu regardes et quand tu ouvres le garage chez nous, tu te dis, ouais, elles sont toutes plus belles les unes que les autres, elles marchent toutes très bien, et je ne me vois pas rouler avec autre chose. Et effectivement, quand on a sorti, quand on a eu, en tout cas avant qu'on allait sortir des motocross, la première fois, c'était il y a 4-5 ans, donc tu vois, ça remonte un petit peu. Et on était un petit peu surpris, étonnés, mais finalement... Toi, tu as douté quand il y a eu ce tournant, ce virage qui n'empêchait pas le reste, mais ce virage stratégique. C'est pas que j'ai douté, c'est que j'ai été surpris. Et je me demandais pourquoi. Quelle était la raison de cet investissement massif? Parce que chez Triomphe, réellement, hein, on a une équipe d'ingénieurs incroyable, des pilotes essayeurs incroyables, et si on fait quelque chose, ça va y aller à fond. C'est-à-dire que c'était pas pour faire une petite moto, c'était des gammes, des cylindrées différentes, et donc et le cross puis l'enduro. Donc vraiment des vraies gammes qui arrivent. Et c'est pas rien quand tu as un constructeur qui développe une gamme entière de nouveaux produits, une nouvelle gamme entière de motos. Et c'est simplement parce que dans l'esprit de Nick Blore, qui est notre patron, hein, c'est comment je vais faire pour développer ma marque. Qu'est-ce que je vais trouver comme opportunité pour les clients, pour mes concessionnaires, pour nos marchés, comment je vais développer ma marque. Et c'est son objectif unique. Et donc, il savait qu'on serait performant en développant des gammes de cross et d'enduro. Il savait aussi qu'aux États-Unis, pour rentrer sur un marché et être vu par une génération un petit peu plus jeune, exactement, parce que sur le marché américain, le développement s'est pas fait comme on l'aurait imaginé et comme on l'aurait espéré. Et effectivement, il y a beaucoup de pratiquants de cross aux États-Unis, donc ça tout de suite, ça fait appel à une clientèle plus jeune. Et ben, il s'est dit, on va rafraîchir aussi notre image
en mettant des motos de cross en vente et en les faisant participer au championnat du monde et au championnat Supercross US. Alors, Benjamin, comment on accompagne ce mouvement en compétition? Comment c'est possible d'initier une dynamique sur le off-road? Ça démarre tôt, hein, parce que c'est vrai que les premiers vents, les premiers échos qu'on a eu de cette arrivée de moto, c'était début 2019. Ouais. Et ça enchaînait avec des benchmarks avec les Anglais, les contacts avec les teams, les contacts avec les pilotes, beaucoup de sollicitations aussi des pilotes, voir les Ah oui, vous compétitions avez été importantes. sollicité. C'est pas vous qui êtes allé les chercher aussi, c'est pas seulement ça. Alors, au niveau national, on a eu beaucoup de sollicitations de pilotes d'enduro, de motocross, Il y de avait pilotes la de sable. confiance. Il y avait une confiance directe. Je pense que ça va de soi du fait qu'on est aussi un très bon motoriste en Moto 2. Donc il y a un lien, toujours un peu Ah, compétition. Donc les gens savent qu'on fait des très bons moteurs en Moto 2. Donc ceux qui avaient connaissance, qui avaient vent de cette présence en moto de route, ils se sont dit, évidemment, logiquement, en moto off-road, les moteurs seront aussi performants grâce aux Je ingénieurs. précise un truc. Alors, non seulement Benjamin, c'est lui un vrai spécialiste de cross et. Ouais, parce que tu pratiques, on l'a pas dit, on a parlé de la pratique d'Eric, mais toi, t'as un bon coup de guidon quand même. En tout cas, plusieurs fois. Oui, après, c'est vraiment pour m'amuser. Voilà, mais effectivement, pour juste reprendre quelque chose que disait Benjamin sur les moteurs et sur la façon dont on fait nos motos, on est une des rares marques, on ne sous-traite rien. C'est-à-dire qu'on fabrique tout. C'est-à-dire qu'on a fabriqué nos moteurs, nos châssis, bref, tout vient de chez nous. Il n'y a pas une pièce qui vient d'un autre constructeur. Ce n'est pas un assemblage de produits qu'on aurait pu récupérer ailleurs. Ah oui, alors ça, c'est extrêmement important. Je m'adresse aux spectateurs avertis que tu es, Pascal, de la compétition off-road, entre autres. Est-ce que tu as été surpris par les résultats de Triomphe en compétition? Oui. Ils s'attaquent à des marchés KTM, Husqvarna, GazGaz, Yamaha, une Honda, expérience une expérience dans le off-road qui est longue. terrible. On les voit arriver avec du Moto 2, mais aussi une marque exclusivement routière, un petit peu de trail, mais pas beaucoup de trail, comme l'ont fait les autres marques, où ils sont allés au Dakar, où ils sont allés dans des tas d'endroits. Et là, vous vous attaquez à des marchés qui sont déjà occupés par du monde. Et dès le départ, ça marche. Alors, Carmichael, un bel ambassadeur, que je crois sur des MotoGP. Ricky Carmichael. Quand on a vu le numéro 4 là, sur les motos, ça commence à être beau. Déjà, il y a du marketing. Là. C'est pas un coup, c'est pas un coup marketing, c'est qu'il y a vraiment eu un vrai développement, des vraies études de fait, des petites touches qui ont été faites au dernier moment pour encore améliorer la moto. Lorsqu'on a fait les essais presse monde, que ce soit en Floride, en Espagne, un peu partout pour les cross et les enduros, à chaque fois les pilotes sont là. Donc que ce soit Ricky Carmichael, Ivan Cervantes, Ivan Tedesco, voilà, il y a vraiment que des noms quand même. C'est ce qui fait aussi, je pense, qu'on a une moto qui est très bien née. Et c'est vrai que quand tu proposes un pilote, un top pilote comme Ricky Carmichael par exemple, écoute, voilà, on te propose de développer la moto que tu aimerais avoir, de tes rêves. C'est partir d'une feuille blanche. Voilà, c'est toi qui vas développer. Et d'ailleurs, cette moto que tu as en face de toi, la TF 450 RC, RC pour Ricky Carmichael, qu'on commercialise. Donc c'est vraiment sa moto. Donc il est parti de la moto de série qu'il a développée aussi, mais il a ajouté ces petites touches c'est ça, pour que ça soit vraiment sa moto parfaite. Et donc elle a le numéro 4. C'est comme ça qu'elle est vendue dans le commerce. Et c'est la TF 450 RC, Ricky Carmichael. Et donc c'est la première 450 de motocross qui est arrivé sur le marché, directement série limitée. Moi, j'ai une question. Pourquoi en premier le cross? Toutes les marques ont commencé par l'enduro. Les KTM, Husqvarna, Sherco, toutes ces marques, les Usaberg, on a pu connaître par le passé. Et vous, vous attaquez au marché le plus dur, qui est celui du motocross en premier. Alors je réponds, c'est vraiment très très simple en fait. La réponse, c'est que on voulait absolument prouver tout de suite que nos motos étaient performantes et qu'il n'y ait pas de débat là-dessus. Donc il fallait qu'on ait une crédibilité immédiate. Au top. C'est vrai que quand ça a commencé à savoir que Triomphe allait faire des crosses et que c'était pas un 1er avril, ça a été un petit peu étonnant. Et même pour nous, on était un petit peu inquiets. C'est pas notre image. Et en fait, la réponse qu'on a eue des clients, des gens à qui on parlait, de la presse, c'était « Oh les gars, un petit peu vulgaire, couillu, hein. Parce que là, vous y allez, franco, en pleine face, avec des marques établies, bon courage. » Et la première année, on fait des podiums en championnat du monde. En Supercross US, on gagne. Donc ça a tout de suite mis la barre. Donc on n'est pas là pour rigoler. Et effectivement, on sait que maintenant que nos motos sont performantes et on développe les enduros. Et la réponse, tu vois, elle est juste. Et alors moi, j'ajoute. Alors
cross, enduro, pourquoi pas 2,5 pourquoi pas commencer directement par la 4,5? Ah, ça, c'est un choix de l'usine. C'était C'est un choix de l'usine. Ça, c'est. Pourquoi, selon toi, Benjamin? Il y a un choix de l'usine, il y a une histoire de coût également. Avoir un team en 250, que ce soit en SX ou en MX, c'est intéressant. Même si le développement moteur coûte peut-être un peu plus cher en 2,5, le prix des pilotes. C'est exact. Le prix des pilotes. Il y a plusieurs choses, mais voilà. Ah, oui, il y a ça voilà, aussi, des personnes qui sortent, des jeunes qui sortent de l'Europe, prendre quelqu'un qui gagne en SX US le top 3 et prendre un pilote qui sort de l'Europe, le montant est vraiment pas le même. Oui, parce que prendre Ricky Carmichael pour faire du développement, c'est pas prendre Ricky Carmichael au fait de sa carrière en 450. Quoi. Exactement. Par contre, c'est prendre un pilote qui est très bon sur le développement d'une moto et qui va aider, que ce soit les pilotes de compétition, les pilotes de test, les ingénieurs, à vraiment établir une moto qui est. D'ailleurs, Carmichael, c'était 125, c'était 2 temps. Hein. Oui, mais moi, je fais des photos de Carmichael à Barcelone l'année dernière au MotoGP avec un maillot Triomphe. Ouais. Et moi, fan de cross, je vois Carmichael. Je dis à un photographe de mode, prends-moi en photo. Donc, il m'a pris en photo avec Carmichael sur la grille de Barcelone. Mais en même temps, je regarde la structure en MX GP qui est disponible pour Triomphe, mais c'est d'anthologie quand même. Elle est très jolie avec l'Hospitality, c'est impressionnant. Et ça pèse un peu quand même. Donc, c'est quand même. Triomphe, c'est quand même une petite marque parmi les grands quand même. C'est pas une énorme marque dans le monde. C'est quand même une petite marque, belle petite marque, mais qui présente, je dirais, d'un niveau qui est aussi élevé que les grandes. Hein. On a voulu dès le début, comme le centre qui est à Atlanta pour le motocross et le supercross US, voilà, ils ont directement acheté le centre avec les 2 terrains de motocross, les 2 terrains de supercross, les différentes machines-outils pour préparer les moteurs. Et ça, quand on l'a visité lors de l'essai presse, tous les journalistes étaient là en se disant « Waouh !» Voilà, ils ont implanté les bonnes bases dès le début. Et ça, c'est super important. Pour développer la moto, voilà, pas être forcément en Californie non plus, c'est être à Atlanta, on est concentré, on fait notre truc et on veut que les motos soient prêtes. Et il y avait une anecdote qui était drôle, c'est qu'il y a un espace là-bas dans le workshop où en fait ils ont dit voilà, ça on attend notre premier titre pour pouvoir mettre la première Triomphe 2 Cross là-dessus et donc ça fait rire tout le monde. Et le premier titre c'est quand alors? On croise les doigts, en tout cas on a déjà des super résultats, on va voir si ça sera en motocross ou en enduro, mais en enduro, voir la première course en enduro GP, on avait 8 triomphes d'engagés, les 8 elles ont fini dans les 15 premières motos, dans les 15 premières motos, c'était top, on s'est dit tout de suite c'est génial, et puis Pearson qui est deuxième, troisième à chaque fois là, sur les courses, c'est top. Il y a déjà des victoires quand même, c'est quand même fou. Il y a des victoires, Et alors, la 4,5 sera. Alors la 4,5, je voulais en parler. Vous êtes arrivé, Ducati, Triomphe, vous êtes arrivé un peu en même temps sur des stratégies différentes finalement. Ouais. Et comment vous analysez ça? En fait, c'est vrai parce que Ducati est arrivé avec une 450. Ouais, alors il y a aussi le côté compétition, c'est-à-dire que nous, on n'est pas passé par les championnats nationaux. Voilà, on arrivait directement en SX US. Ah, exact. Parce que Ducati est passé par les compétitions italiennes. Exactement. Ouais, et vous avez gagné assez rapidement. Ouais, avec le Pinot. Exactement. Et nous, c'est vrai que le fait d'arriver directement en SX US, on appréhendait. Après, les partenaires, tout le monde était, c'était assez bien calé. Et après, il y a toujours les risques de blessures en supercross, mais Swall, cette année, Smith, on a eu des résultats qui sont vraiment transcendants. On a eu des podiums. Après, il y a des blessures, donc ça fait partie des aléas. Et on n'avait pas non plus les pilotes, le top 3 en termes de pilotes. Vous n'êtes pas répartis les rôles. Nous, on essaye 4,5 championnats nationaux et nous, on essaye 2,5 championnats internationaux. Vous êtes parlé avec Ducati ou pas pour arriver ensemble là? Non, mais après, nous, au niveau national, on arrive aussi à mettre des petits trucs en place. On essaye de faire tester la moto. C'est vrai que la 450 est arrivée toute fin janvier. Sur un coup de tête, par contre, on s'est dit ok, on va essayer d'aller au Touquet. Donc en France, ça fait un petit coup de buzz avec David Herbreto, donc c'était plutôt sympa. Malheureusement, il s'est craché et le radiateur a pris un coup et on ne pouvait pas continuer la course. Mais pouvoir tester pour les années futures, il y a des choses comme ça, être engagé sur le championnat de élite nationale avec Tom Guyon en 450 et Jimmy Clochet en 250. Voilà, alors c'est ça, le programme national. C'est ces 2 pilotes-là, et à chaque fois, c'est avec le support de concessionnaires locaux. Où est-ce qu'on peut attendre Triomphe, Pascal, selon toi? Où est-ce que ce qui serait important que Triomphe s'engage? On a parlé du Touquet, on a parlé du trèfle, selon toi? Si Triomphe gagne le Supercross US, ça va exploser.
Ouais, selon toi, c'est important le Supercross US, donc la clé part de là. Toutes les marques qui veulent vendre des motos off-road dans le monde doivent en premier lieu gagner le Supercross US. Des marques japonaises, elles disent si on gagne le Supercross KTM, US, ils font après le commerce se développe quasiment tout seul, puisque ce repère il est indéniable, le rêve américain il est toujours d'actualité sur la partie sportive et la partie du motocross. Donc on gagne le Supercross US et derrière les gens savent tous que le commerce va décliner. Et en plus Triumph, avec son histoire, s'il venait à gagner ce type d'épreuve, mais c'est de l'or en barre presque. Alors l'histoire de Triumph en tout terrain, Pascal l'a évoqué brièvement tout à l'heure, c'est aussi les figures légendaires. On parlait de Steve McQueen, c'est quelque chose qui va dans la ligne de triomphe de te retravailler, de remettre sur le devant de la scène l'histoire de la marque. Bah oui, parce qu'en fait, on a une histoire tellement riche que finalement, on ferait n'importe quel type de moto, on aurait un lien avec l'histoire de la marque. C'est ça qui est assez étonnant. Et évidemment, quand on parle off-road, il y a la référence au Easy Tête avec Steve McQueen, les 6 jours qu'il a financé lui-même, avec Bud Ekins, avec... bref. Bud Ekins, c'est la cascade de la Grande Évasion, Great Escape, pour notre réalisateur qui s'y connaît très très bien en cinéma. C'est aussi une manière de dire, hey, Triumph, on a ça aussi en stock, notre histoire. C'est vrai, puis surtout il y a toujours une sensibilité off-road, c'est-à-dire même dans le James Bond avec les Scramblers 1200, bah voilà, c'était des Scramblers, donc il y avait de l'off-road. Dans Jurassic Park, c'était un Scrambler aussi. Donc il y a plein de choses où en fait à chaque fois il y a un lien, ça dépend des générations, mais ça va de Steve McQueen voilà. Alors il y a même un petit clin d'œil, c'est même Tom Cruise qui dans Mission Impossible a des pneus à crampons sur une speed triple. Ah, c'était attends, j'ai pas oublié ça. Ça vous a pas choqué ça? Il y a plusieurs choses qui nous ont choqué dans le film. Non, alors il saute en slick et il atterrit en pneus. Mais parce que t'as des mecs, c'est même plus subtil que ça. Il y avait un changement de pneu volant, c'était incroyable. Mission Impossible. C'est ça. Ce marketing, il vous est propre. Les films. C'est vrai que comme Triumph, c'est une jolie marque, donc c'est un joli nom, et effectivement, il y a de l'appétence au niveau des. Enfin, je veux dire, un James Bond 007 qui est anglais, il roule pas en Triumph, ça serait bizarre quand même. Donc, ça se fait naturellement. D'autres marques. Et c'est marrant dans ce qu'ils disent tous les deux, parce que. Un peu plus jeune, 25 ans de Triumph, on sent à travers le propos l'engagement par rapport à la marque. T'as employé des mots d'élégance, joli, la marque est belle. On voit qu'à travers tes propos, il y a de l'engagement pour la marque. Et c'est comme ça que les marques, elles vivent, parce que les hommes sont forts avec elles. Donc c'est quand même les hommes qui font les marques. Et c'est vrai que quand on vous entend, on se dit, il y a de la sensibilité autour de ce qu'ils font. Tu ne fais pas de tout terrain, mais tu parles depuis tout à l'heure d'engagement de Triumph avec élégance. Donc, je trouve que c'est quand même assez joyeux pour les gens qui nous écoutent. Je ne fais pas de tout terrain, mais j'aime bien la moto. Enfin, j'ai toujours aimé la moto. C'est un truc qui m'a toujours fait mais on sent flipper. On sent que tu vis Triumph quand même. Ah oui, mais j'ai pas honte de le dire. Moi, j'aime profondément ma marque, aucun souci. Alors, pardon. Non, mais effectivement, à cause de Benjamin, ou grâce à Benjamin, on verra. Je sais pas si je vais me faire mal ou pas. Enfin, j'ai pas besoin de toi pour me faire mal, tu me diras. Non, parce qu'avec le speed triple à la Carole, tu t'es fait mal tout seul. C'est ça. Donc, non, je me suis acheté une Enduro. Donc, on va suivre ça, Eric. On va suivre ça. Alors, petit. En tout cas, merci Pascal pour tes mots. Et c'est une belle histoire. C'est vrai que c'est une belle histoire, belle évolution pour Triumph. Un petit bémol sur une marque anglaise qui est en difficulté, CCM aussi. Marque anglaise qui, dans l'actualité, est en redressement judiciaire. Donc, c'est les cousins un peu du motocross pour Triumph. Vous vous êtes intéressé au cas de CCM? Franchement, je n'ai aucune idée. Ouais. Là, pour le coup, je ne sais pas si l'opportunité s'est présentée ou pas. Je ne sais pas. C'est vrai que, de toute façon, on n'est jamais satisfait, ni ravi, ni enjoué de voir une marque qui disparaît, d'avoir un titre de presse qui disparaît, d'avoir quelque chose du monde de la moto qui disparaît. C'est bon pour personne. Je préfère qu'il y ait de la concurrence, je préfère qu'il y ait des titres, je préfère qu'il y ait de l'animation, plutôt que justement... des nouvelles comme ça fait jamais plaisir. Les difficultés d'autres marques aussi
c'est pas joyeux, quoi. Alors on va souhaiter bon vent aux pilotes Triomphe qui sont engagés dans combien de championnats, Benjamin? En motocross, un peu partout, un peu dans tous les championnats, pas forcément meilleur niveau, mais vous verrez dans les prochains mois, les prochaines années, des triomphes en enduro, en championnats régionaux, nationaux. Voilà, c'est une belle ambition. David. Et au Dakar. Ça c'est la question qui retombe souvent. Merci Pascal, merci. Qui on a pris comme ambassadeur? Surtout avec Sam Sunderland qui fait partie de la famille Triomphe maintenant, donc effectivement il y en a souvent cette question qui revient. Pour l'instant, il n'y a pas plus de... Pas de révélation sur le Dakar et Triomphe pour le moment. Non, pas pour On attendra un petit peu. Exactement. Merci. Eh bien, bon vent aux pilotes Triomphe. On leur souhaite belle réussite et puis bravo pour ce retour sur le devant de la scène off-road. Merci d'être venu, Benjamin. Merci. Eric. D'être revenu parmi nous. Merci. Et puis nous, on continue. On va parler d'endurance. On va parler d'endurance avec le Suzuki Endurance Racing Team. À tout de suite. La suite de cette émission Power Sport News avec sur le plateau Louis Godignon. Salut Louis. Salut David. Pascal, Louis, tu le connais, il fait partie du team Suzuki Endurance Racing Team, le top du top au niveau de l'endurance. Parce qu'il doit faire rêver tous les jeunes qui regardent la télé. En principe, même quand tu es le soir à table à la maison, quand tu racontes les histoires ou avec tes potes, ça va être quand même assez excitant. C'est assez prestigieux. Ouais. Le CERT, est-ce que tu sais combien de titres à le CERT? 17 ou 18 ouais, 17 titres mondiaux, c'est des victoires à l'appel en endurance. J'imagine que ça a dû te faire rêver d'intégrer ce team. C'était inespéré, quoi. C'est vraiment intégrer un team de ce calibre-là en endurance, le meilleur team d'endurance, parce que le plus titré, le plus de victoires, c'est juste une opportunité incroyable. Alors, comment t'es arrivé à ce Graal? Alors moi, de base, j'ai fait une formation plutôt classique avec un CAP Bac Pro BTS en mécanique moto. Par-delà, vu que j'habite à Bourges et que Manicourt, c'est pas loin, j'ai connu le junior team en allant sur les événements tels que le Bol d'Or ou le... En spectateur? En spectateur. J'ai juste ouvert une tract. Pour devenir mécanicien de compétition, faut faire le junior team. Je me suis dit, ok, je vais me donner pour objectif d'aller faire le junior team. Du coup, j'ai fait le junior team avec en 2019. Quand j'ai découvert, j'étais jeune, je devais avoir 12-13 ans. Et là, tu te dis, tiens, il y a peut-être quelque chose. Ouais, c'est ça. Je me dis, il y a peut-être un truc. Je bricole pas mal à la maison. Je fais de la moto depuis que je suis tout petit parce que mon papa est motard depuis longtemps. Donc voilà. D'accord. Et donc là, ta formation, ça a été quoi? Du coup, la formation CAP Bac Pro BTS. Suite au BTS, j'ai intégré le junior team en promo 2019. Et suite à la promo 2019 junior team, c'était l'année, j'ai eu un peu de réussite parce que c'était l'année où Damien reprenait le CERT, l'équipe du CERT. Oui. Et donc, il m'a proposé directement à la fin de la saison du junior d'intégrer l'équipe officielle. Damien Saulnier, le team manager auparavant du junior team, passé team manager du CERT, le fameux CERT, l'équipe officielle Suzuki en endurance qui lutte chaque année pour le titre mondial. Alors, est-ce que c'est beaucoup de pression? Au début, c'est beaucoup de pression, mais au final, on s'y habitue vite et juste faut faire le travail. Et j'ai eu de la chance d'être entouré avec que des gens ultra expérimentés, ultra pédagogues. Donc au final, maintenant, c'est juste, on va dire, un travail normal, entre guillemets. Mais il y a toujours effectivement la pression du résultat parce qu'on sait qu'on a attendu au moins sur le podium et pas en dehors du podium à chaque course. Donc oui, c'est beaucoup de pression. Pascal, le CERT, longtemps, ça a été des piliers. C'était pas des jeunes, c'est des gens d'expérience. Alors, plus ou moins jeunes, évidemment, mais il y avait Grand Polo, Petit Polo, voilà. des figures mythiques pour ceux qui suivent l'endurance. Et là, de voir des jeunes prendre la relève, qu'est-ce que toi, ça t'inspire? Ça m'inspire qu'effectivement, aujourd'hui, il y a des jeunes qui rêvent toujours. Alors, ils sont à l'école, ils apprennent la mécanique. Bon, ils ne peuvent pas tous être pilotes, ils ne peuvent pas tous être champions du monde, que ce soit l'endurance, MotoGP et toutes les équipes. Donc, à un moment, ils rêvent d'accompagner ces équipes. Et le CERT fait partie de ces écoles de la vie. Donc le LMS aujourd'hui forme que des jeunes. Quand on les voit en endurance, au même titre que les adultes, ils courent pas forcément pour la victoire, mais en tout cas la victoire pour leur catégorie. Il n'y a que des gamins au LMS. C'est que des mômes. Mais il n'y a que des gamins au LMS. Mais le CERT, intégrer le CERT, c'était très difficile parce que les places étaient verrouillées pendant très longtemps. Dominique Mélian, le prédécesseur de Damien Saulnier, pouvait compter sur une équipe
les yeux fermés, ils auraient refait une moto, on est d'accord, Louis. C'est complètement ça, ouais. Et par rapport à ces glorieux aînés, toi, tu n'as pas le complexe d'infériorité? Un peu quand même, parce que quand on arrive, on se dit, moi par exemple, j'ai remplacé Pascal qui était présent depuis, je sais pas, peut-être 30 ans ou 20 ans dans l'équipe. Le syndrome de l'imposteur? C'est ça, c'est qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Je suis le stagiaire, je sais pas, je vais partir à un moment donné, mais non, c'est beaucoup de pression, mais j'ai eu de la chance d'intégrer le CERT. Il y avait encore Petit Polo, qui est la personne, je pense, la plus gentille sur Terre et la plus pédagogue, et une expérience monstrueuse. Oui. Donc ça m'a beaucoup aidé afin de faire sa place et d'intégrer l'équipe. Ça te fait pas peur de te dire que tu vas peut-être y passer ta vie complète? Non, pas spécialement, ça serait pas forcément une mauvaise chose. Parce que les anciens, ils ont tout fait. Hein. Ils ont fait le CERT du début à la fin. Oui. Voilà. T'es installé au Mans? Je suis installé au Mans, oui. Voilà. C'est une belle ville? C'est une très belle ville avec un très beau circuit, mieux que Bourges. Dynamique, mieux que Bourges, plus grand que Bourges, donc mieux que Bourges, quand même. Alors, moi j'ai une question. En dehors de la compétition, des gens, des amis à toi qui font pas forcément de la moto, t'as pas que des copains et des copines qui font que de la moto. Comment tu présentes ton métier? Comment tu l'expliques, ce que tu fais? C'est pas banal? Alors c'est assez compliqué parce que autant ma famille, mon papa suit beaucoup la moto, donc il comprend, mais par exemple j'ai mon cercle d'amis qui est pas du tout moto, et du coup leur expliquer que je fais partie d'une équipe de compétition, on voyage à travers le monde, on travaille beaucoup, etc. C'est difficile à expliquer, mais au final, parce que souvent ils sont souvent passionnés par exemple par un autre sport, le football, le tennis, etc. Donc ça permet de mettre en image facilement le métier, et ils trouvent ça quand même assez passionnant, et se dire que ils ont quelqu'un qui se donne autant pour une équipe, c'est quand même assez gratifiant. Est-ce que c'est difficile d'exprimer auprès de personnes qui ne connaissent pas forcément la moto la place à part du CERT? Tu dois un petit peu leur faire une explication de texte? Alors c'est difficile, oui et non, parce qu'on a juste à évoquer le nombre de titres et de victoires, ils disent ah oui d'accord, c'est que ça doit être une grosse équipe. Après évidemment l'endurance, ça parle pas forcément à tout le monde, mais c'est ça. Mais ouais. Et ton rôle précis au CERT, c'est quoi? Alors moi je suis technicien châssis, responsable technicien châssis. C'est-à-dire qu'en gros à l'atelier on est 2 techniciens châssis. On s'occupe de... Vous êtes 2 avec qui? Avec Sullivan, qui est aussi passé dans l'émission il me semble. Ouais. On connaît Sullivan. Et du coup nous, notre rôle c'est de faire fonctionner la moto, faire la logistique, sur les courses réparer la moto, faire en sorte que la moto fonctionne bien et tout ce qui s'ensuit. Quand il y a des chutes, le châssis il morfle souvent. Vous avez des morceaux déjà préparés, vous avez un protocole de réparation, parce que une moto peut revenir en un quart d'heure, vous la reconstruisez. Hein. C'est un peu ça. Hein. C'est un peu ça, ouais. Ouais, l'atelier, en fait, on essaie d'anticiper. En fait, l'endurance, pour moi, le mot d'ordre, c'est l'anticipation. Si on arrive à tout anticiper, globalement, même les mauvaises surprises ne sont pas des mauvaises surprises. Et du coup, à l'atelier avec Sullivan, on essaie de préparer nos sous-ensembles, un train avant complet, train arrière complet, des platines, des carénages, etc. Et sur les circuits, après, on s'entraîne à démonter, redémonter rapidement. Ça fait partie de votre travail, c'est ça, de vous entraîner à démonter rapidement, redémonter. Ouais. Vous avez une répartition des fonctions? Ouais, en fait, sur les courses, on est 4 mécaniciens. Oui. Et du coup, on se répartit déjà la moto, on la coupe en 2. Au milieu, il y a une partie avant, une partie arrière. Et ensuite, un mécanicien avant gauche, mécanicien avant droite, arrière gauche, arrière droit. Et donc, ce qui fait que du coup, ça permet d'être beaucoup plus efficient parce qu'on sait déjà sur quoi on va se jeter, être focus. Et toi, c'est quoi alors? Moi, je m'occupe de la partie avant de la moto et quand il y a des interventions, partie avant droite. Okay. Parce que c'est la partie, on va dire, compliquée de l'avant avec tout ce qui est mètre cylindre, le frein, etc. Ouais. Donc, ouais, mais on s'entraîne la semaine, on s'entraîne beaucoup à essayer d'anticiper le plus de cas possible, même si on peut jamais vraiment prévoir ce qui va arriver. Chronométrer? On se chronomètre, oui. Vous chronométrez? Oui, oui. On a Quentin, qui est notre coordinateur technique, qui nous prend le chrono, qui nous dit là, vous avez mis 10 secondes de plus, ou là, c'est pas bien, là, t'as démonté ça avant ça. Refaire une partie avant droite d'une moto, c'est combien? En moins de... Si c'est juste le demi-guidon, même pas une minute. Une minute, c'est transmis au concessionnaire pour le tarif horaire, les gars. La moto est bien pensée pour aussi, grâce au travail, tout le travail que Yoshimura fait, le Suzuki fait, la moto, elle est vraiment pensée pour être démontée en un temps record. Ah, mais on voit l'état dans lesquels, par exemple, Greg Black, aux dernières 24 heures, a ramené la moto. Vous l'avez ressortie. Moi, je pensais qu'elle ne ressortait pas. Comment c'est possible? Nous aussi, au début, quand on a vu la vidéo, on s'est dit déjà, elle ne revient pas en roulant. C'est très rare. Oui, elle vient en camion, parce que ça, c'est une règle qui a été établie en 2015, je crois, qu'un camion pouvait ramener la moto. Avant, c'était le pilote qui la poussait, Pascal. Hein, les pilotes qui, même avec des chevilles brisées, poussaient les motos. Nouvelle règle. Tu te rappelles de l'état de la moto?
Ah bah, c'était un CUP. Ouais. Clairement. C'était un César, une compétition de César. Vous avez mis combien de temps à la remettre La moto, il me semble qu'on a mis entre 15 minutes. En gros, elle a mis 15 minutes à revenir en camion et 15 minutes à la réparer complètement. Donc ça a mis 30 minutes d'intervention. Parce que sachant qu'elle est revenue en camion, il faut qu'elle repasse au contrôle technique pour s'assurer que le cadre n'est pas fissuré ou qu'il y a un gros problème. Et ensuite, elle est revenue au box et ouais, je crois que c'est 15 minutes et quelques à peu près. Et vous avez terminé dans les 10 premiers, je crois. 6e. En étant, je dirais, au fond du classement au moment où elle ressort. Quoi. Donc, il y a le fait de la refaire, mais après, c'est de se dire, maintenant, il va falloir remonter. Quoi. Et il y a 20 heures, ou peut-être 15 au moment où ça tombe, où il faut tout remonter, il faut trouver de la motivation. Donc, Alors Pascal, l'endurance, le CERT a fait école, c'est-à-dire que pendant longtemps, il y avait Kawasaki, avec Christian Bourgeois, il y avait Christophe Guyot sur Yamaha et le GMT, et Dominique Mélian qui faisait figure de référence. Aujourd'hui, il y a d'autres teams qui sont extrêmement performants pour refaire des motos. Le Yard, un peu toutes les équipes de devant toutes celles qui en EWC se sont inspirées un peu de ce modèle. On les a tous vus passer pas mal de temps devant le stand du CERT. Regardez où sont les boîtes. Mais ne serait-ce que même National Moto. Les boîtes, on en parlait des boîtes. Ah bah oui. et comment sont rangées les pièces derrière le box. Il y a un regard à avoir sur la manière dont c'est rangé. Il y a des secrets, Louis. Est-ce qu'il y a des secrets, des trucs que vous dites pas? Non, il n'y a pas tellement de secrets, c'est juste être organisé et savoir ce qu'on fait. Donc au final, après, chacun a ses petites astuces pour être plus ou moins efficace. Mais je pense que, comme vous le dites, les autres teams maintenant sont ultra performants. Quand on voit la FCC ou même la Yart qui répare ultra rapidement les motos, au final, chacun a ses astuces, mais il n'y a pas vraiment de secret particulier. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui, comme toi, il a 12 ans, il a les yeux qui brillent, il est au bord du grillage du Mans ou du Bol d'Or et il se dit, moi, je veux faire ce que fait Louis, je veux être Louis. Louis Godignon, c'est moi dans 10 ans. Qu'est-ce que tu conseillerais à ce jeune plein d'envie? Déjà, je lui conseillerais d'être lui-même, pas forcément moi, c'est pas forcément une bonne idée. mais non, mais en soi, la passion, généralement, c'est souvent la passion qui anime au fait la motivation. Donc, les jeunes passionnés, il faut juste qu'ils soient présents. Enfin, s'ils ont l'occasion d'avoir un circuit à côté de chez eux, d'aller sur les circuits, toquer aux portes et d'avoir un objectif. Moi, j'avais un objectif. Mais en formation, tu conseillerais quoi? Moi, j'ai fait le junior team et franchement, ça m'a ouvert beaucoup de portes. J'ai notamment travaillé avec d'autres personnes, parce qu'au final, le junior, maintenant, ils sont présents partout, quoi. C'est comme un virus qui se propage. Donc, le junior team, c'est vraiment une très bonne école, mais d'abord faire la formation CAP, Bac Pro, BTS pour avoir toutes les bases mécaniques. Donc, CAP, Bac Pro, BTS, c'est un cursus évolutif. Ouais. C'est-à-dire que le CAP, Bac Pro, c'est dans un même cursus. Ensuite, on nous conseille de faire le BTS et je pense que vaut mieux le faire parce qu'aujourd'hui, surtout avec les technologies qu'il y a aujourd'hui en moto. Donc BTS, à quelle spécialité? Mécanique? Mécanique moto, ça s'appelait AVA, il me semble, après-vente automobile, option motocycle. D'accord, ok. Et comme ça permet vraiment d'arriver, d'avoir au moins beaucoup de théorique avec un peu de pratique avant de se jeter dans la réalité. Quels sont les pièges à éviter? Pièges à éviter, je dirais penser que c'est facile. Et penser que la compétition, c'est simple, alors que c'est beaucoup d'heures de travail. Par contre, c'est beaucoup de sacrifices. C'est beaucoup d'heures de travail. C'est l'été, on a les courses, donc on part pas en vacances. Donc, faut bien penser à tout ça avant de se jeter dedans, quoi. Et c'est vrai que c'est une particularité, le LMS, le CERT. C'est une culture éducative. Elle n'est pas que sportive. Je voyais encore ce week-end à Manicourt, à un moment... Damien dit il reste des rillettes et des carottes râpées. On les ramène pas. Donc, il faut débarrasser son assiette. Il faut nettoyer la table. Il n'y a pas que la mécanique. Il y a toute cette rigueur de valeur qui fait que pour que ça puisse fonctionner, il faut que tout le monde soit associé dans le même combat sportif et éducatif. Donc, on voit souvent le proviseur du LMS qui est présent. Il était à Spa, il est au 24 heures du Mans. LMS, c'est Lycée Le Mans Sud. C'est l'abréviation de Le Mans Sud. C'est vrai que le junior team est accompagné par un établissement scolaire agréé. Il y a 1800 élèves. Oui, il y a beaucoup d'élèves. Donc, avec sport-études. Bon, pour la moto, le tennis, le volleyball. La FFSA pour les mécaniques voitures. Pour la mécanique voiture. Donc, c'est une vraie structure éducative. C'est vachement important pour cette jeunesse aujourd'hui.
Et la dimension justement pédagogique de Damien Saunier, dans quelle mesure elle est importante pour toi, pour le team? Est-ce qu'il explique beaucoup les choses? Est-ce que ça vous sert ou finalement vous pourriez vous en passer? Non, on a besoin de Damien quand on est au junior parce qu'au final, c'est lui qui nous apprend vraiment. Il y a la théorie et lui nous montre ce qu'est vraiment la pratique. Et parce que parfois, entre la théorie et la pratique, il y a quand même un petit écart. Et non, il permet de vraiment de voir ce qu'est la compétition, de voir aussi même humainement comment il faut se comporter parce qu'on n'oublie pas qu'on est une équipe, on n'est pas individuel, donc il faut quand même savoir travailler en équipe, avoir un certain sens de vie. Et non, c'est très important. Comment tu vois la suite pour toi, ton évolution personnelle, ton rêve, c'est quoi? Mon rêve, j'en ai pas spécialement, parce que déjà avoir intégré le CERT, c'est un peu combler un rêve, quoi. Enfin, je veux dire, on intègre une équipe d'usine. Et la place de Damien, non? Pas spécialement. Non, il est très bien ce qu'il fait. Nous, on est très bien ce qu'on fait. Pour l'instant, moi, je me plais vraiment à évoluer avec l'équipe, surtout bosser avec Yoshimura, l'équipe japonaise et le Suzuki. Ça rapporte vraiment une expérience incroyable. Et pour l'instant, rester comme ça, c'est très bien. Merci Louis d'être venu ici où Damien Saunier a son rond de serviette chez nous. Il vient quand il veut. Ouais. Merci Pascal. Nous, on va passer à la suite et on va accueillir pour la suite de cette émission un pilote qui roule Suzuki depuis de nombreuses années. C'est Stéphane Paulus, un personnage lui aussi. Dernière partie de ce Power Sport News numéro 17 avec un invité de marque, Stéphane Paulus. Salut Stéphane. Salut David. Pascal, Stéphane, on le connaît bien. Je te laisse présenter Stéphane. Je pense que pendant de nombreuses années, le handicap, on le cachait. Personne ne voulait le sponsoriser, personne ne voulait mettre un sticker dessus. Et je pense que lorsqu'il arrive, il démocratise tout ça. Donc, il aide les gens à mieux comprendre et il a un sourire permanent. Et à partir de ce moment-là, tout le monde se dit qu'il faut effectivement que ces gens participent à la compétition. Mais pendant très longtemps, personne n'osait le faire et personne ne voulait le faire. Donc, Pascal, Stéphane est un athlète paraplégique. Tu as repoussé les limites, Stéphane, depuis 2003, date de ton accident, année de ton accident. Tu n'as cessé de repousser les limites du sport moto en imposant tes vues, en imposant le fait que les athlètes à mobilité réduite puissent s'inscrire parmi les valides en compétition. Ouais, c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, tu sais, quand tu es gamin, tu rêves. Quand tu étais gamin, tu rêvais d'être pilote. Moi, je rêvais d'être pilote. J'ai réalisé mes rêves de valide malgré l'handicap. Et en fait, voilà, j'ai toujours tenu ma ligne de conduite. Et quand je me suis retrouvé en fauteuil, que j'ai refait de la moto et qu'ensuite on a créé donc ma rencontre avec Kevin Simonato en 2014, la création d'Andy Freerider qui est dédié aux motards qui ont un accident de la vie, qui souhaitent refaire de la moto, mais uniquement sur circuit. Mais en fait, j'avais pas de plan de route. En fait, tout s'est fait à l'instinct. Et en me disant, bah voilà, moi, j'ai roulé en 2012 avec les valides, on me bloque ma licence 2013-2014. Ok, vous voulez pas que je roule avec les valides, bon, on va créer un championnat handisport. Quand tu sais que voilà, j'ai commencé, j'avais 10 pilotes, et puis on est monté à 35 au Mans. Tu as fait preuve d'énormément de patience, parce que quand tu dis on m'a enlevé ma licence, je me souviens bien, tu fais une compétition à Carole parmi les valides, mais tu as une autorisation médicale de faire de la compétition, et bon, voilà, tu précises pas que tu es athlète paraplégique, et quand ils l'apprennent, la fédération te retire ta licence. Ça a été long de convaincre la fédération. Ça a mis du temps, surtout qu'à l'époque, les personnes qui étaient en place à cette époque-là étaient moins ouvertes qu'aujourd'hui. Sébastien Poirier, sous son nouveau mandat, Sébastien était déjà là, mais je pense qu'il n'avait pas les appuis, mais il avait son regard déjà. Et c'est ce qui a fait, d'ailleurs, qu'en 2016, on puisse faire il ne voulait pas appeler ça une course, la première épreuve. Et je pense qu'heureusement qu'il y avait déjà ces personnes-là qui étaient en place, parce que je pense que l'ancien mandat, et j'aurais jamais vraiment discuté avec Jacques Boll ou avec Patrick Coutan, qui pour moi
C'était eux qui bloquaient, et c'est la vérité. C'est une question de responsabilité. Responsabilité, et effectivement, ça s'était jamais présenté. Et je pense qu'ils étaient dubitatifs. Le mec qui arrive en fauteuil, alors, on en a un, mais on en a 10 aujourd'hui. Mais demain, on a un accident. Il m'interdisait le bol d'argent, m'interdit le bol d'argent des années, jusqu'à tant que j'ai jamais lâché l'affaire. Ça remonte avec François Etterlet en 2018. Stéphane, on fait le bol d'argent l'année prochaine. Bah, moi, j'étais super heureux, mais là, on te dit non. Non 2018, non 2020, non 2019, 2020. Et, bah, 2021, et tu l'as fait. Et 2023. Je l'ai fait. 2023, voilà. Enfin. Et chaque année, c'était des refus. Jusqu'à temps que, voilà, ça change aussi, que ça soit, comment il s'appelle, Delétang, Jean-Marc Delétang, qui devienne directeur de course. Jean-Marc, il me connaît, il me dit, mais Stéphane, mais moi, je te donne l'autorisation, on va le faire. Et heureusement que j'ai toujours rencontré des gens comme ça sur mon parcours, parce que j'ai pas fait tout seul. David aussi, que je t'ai rencontré au tout début, des gens comme ça qui ont communiqué tout de suite sur ce que je lançais. C'est aussi ce qui a permis à d'autres personnes à se faire connaître. Si tu n'es pas entouré de bonnes personnes, tout seul, tu fais rien. Donc, Pascal, le regard a changé sur le handicap, le regard de la moto en 20 ans. En 20 ans. Tu as d'ailleurs fêté tes 20 ans de handicap. Stéphane, quand même. 20 ans, j'ai passé... Parce que ça t'a apporté beaucoup, c'est pour ça. Bah, ouais, et puis c'est surtout que j'ai pas vu ces 20 ans passer. Tu vois, je ne vais pas dire que je suis heureux d'être paraplégique, mais je suis heureux dans ma vie, je suis heureux de la vie que je mène. On m'aurait prédit cette vie-là, ça va me faire 22 ans là, cette année. Et voilà, j'aurais jamais cru personne que c'était possible. L'image du handicap, l'image de la paraplégie, je pensais pas que c'était ça. L'image a évolué, Pascal. Oui, rappelons-nous André Malherbe. Oui. André Malherbe, il était heureux de vivre et il était tétraplégique. Ouais. Donc, il manifeste toujours. Il a toujours André Malherbe, un pilote d'enduro, gravement blessé, motocross, gravement blessé au Dakar dans les années 80. Blessé au Dakar et tétraplégique, mais il était heureux de vivre la vie qu'il vivait. Pour revenir sur le sujet, longtemps on a eu peur de l'handicapé. On a un accident de voiture, on joue au basket. On a un accident de voiture, on joue au tennis. On a un accident de voiture, on fait pas de la moto. On a un accident de moto, on fait pas de moto. On s'orientait tout de suite vers quelque chose de plus agréable et de plus simple. Et nous, à chaque fois qu'on avait un regard... En fait, c'est pour nous rassurer les valides. Mais bien sûr. On ne demande pas l'autorisation. Non. Nous, les valides, on avait on se rassurait. Tu sais, quand tu te réveilles à 21 ans, que tu n'as plus l'usage de tes jambes, il y a plein de choses qui te passent par la tête. Mais la vie, elle continue, elle ne t'attend pas. Donc, c'est soit tu montes dans le train et tu t'adaptes. Et c'est toujours ce que j'ai dit, tu as deux possibilités. C'est d'adapter l'handicap à ta vie ou d'adapter la vie à l'handicap. Après, ça, c'est un choix personnel. Moi, j'ai toujours adapté l'handicap à ma vie. Je suis resté le Stéphane que j'étais debout. Je suis toujours le même. Et avec peut-être 100 fois plus de passion, de pêche, d'énergie que j'avais quand j'étais debout. Andy Freeriders organise la PMR Cup, c'est ça? La PMR Cup, c'est combien de courses? C'est quoi le règlement? Alors, c'est depuis 2016. Donc, il y a un championnat de France et un championnat d'Europe. Alors, cette année, on avait 5 épreuves. On a dû en réduire une parce qu'on a manqué un petit peu de pilotes. L'année dernière, on a fait une belle saison avec 20 pilotes sur la grille. 20 pilotes. Donc, les handicaps différents. C'est ça. Donc, les handicaps autorisés, c'est paraplégique, amputé d'un des 4 membres, hémiplégique ou plexus brachial. Plexus brachial, c'est le nerf de l'épaule qui ne fonctionne plus. Du coup, on a un bras qui a plus de mobilité. D'accord. Voilà, ça, c'est les handicaps autorisés. Après, il y a les petits handicaps, mais quand on peut rouler parmi les valides, je les encourage. Ils peuvent faire les initiations avec nous, mais je les oriente pour pas qu'il y ait trop de différence de niveau. Parce que sinon, on aurait un Maillas qui vient, Jules Cluzel avec une cheville bloquée, un Mattia Pasini. Ils ont des handicaps, ces pilotes-là. Mais s'ils venaient dans la PMR Cup, ça aurait plus vraiment de sens. Ouais. Donc il y a un jury de sélection, un comité de sélection. Il y a un règlement qui est fait tout simplement. Et voilà, parce qu'il y a quelques malins sur les premières années qui avaient essayé de se greffer en se disant avec des gros handicaps, en se disant paraplégique, puis tu les retrouves en train de courir dans le paddock. On a vu quand même des choses paradoxales. Ça arrive avec une canne et puis pour changer un pneu, ça court à son camion, mais ça court vraiment. Ça roulait en 3 à 4. La triche, c'est à tous les niveaux. De toute façon, on en a parlé. C'était fou et cette personne-là m'avait dit jusqu'au bout, moi je cours juste ici, c'est pour la visibilité, être champion. Putain, mais il faut être fou, quoi. Et j'avais passé des nuits blanches à écrire à l'époque Vincent Chaumet et Sébastien Poirier parce que je comprenais pas. Et puis ils voulaient m'attaquer parce que pour discrimination. Donc je me retrouvais aussi moi dans une situation qui a été compliquée parce que j'avais pas fait de règlement sur le handicap au départ. Je connaissais pas tout ça. Donc j'ai essuyé aussi quand même pas mal de choses pas très saines. On vous voit principalement, vous, sur la partie vitesse. Oui.
Mais est-ce qu'il y a un lien entre, par exemple, le pilote de vitesse et le pilote de motocross? Alors, me vient un nom, Mathias Bellino, qui est ancien crossman, ancien pilote d'enduro, accidenté au Paris-Dakar, pilote officiel à HRC Honda. Mathias, il est donc paraplégique également. Mais on voit jamais forcément les gens de la vitesse avec les gens du off-road. Est-ce qu'il y a... Et alors, on a un lien, et j'ai un exemple, Benoît Thibal. Benoît Thibal, qui est un espoir de l'enduro français, et qui a chuté, qui avait 17 ans, je crois, qui était super jeune, mais c'était un espoir, il était déjà très bon, et qui s'est orienté vers la vitesse, et qui a été encore meilleur, parce qu'il a tout raflé ces dernières années, il s'est arrêté en fin d'année dernière. Mathias, on l'a eu, mais c'est d'autres profils. Mathias Bellino, je pense qu'il y a un problème d'acceptation du handicap, et je pense que c'est des pilotes qui étaient vraiment très hauts. Et quand tu redescends comme ça, tout en bas, je pense que la phase d'acceptation, on n'en a jamais vraiment parlé, mais on se suit, on discute de temps en temps ensemble. Et je pense que de remonter, il a fait une initiation moto, il y a une deuxième association dans le Sud qui s'appelle Planète Handisport aussi, qui propose des initiations, et avec qui on collabore. Mais il est plus dans le truc, et il y a un côté déni, je pense, phase d'acceptation. Je pense que ça ne doit pas être évident d'être tout en haut et de redescendre tout en bas. Que nous, on est parti de rien. Et on a fait gravir les échelons. Un mec comme Benoît Thibal, il n'était pas encore champion du monde non plus. Mais par contre, cette rage de victoire, il l'a toujours en lui. Et il l'a mis sur la vitesse et il a tout raflé en vitesse. Stéphane, est-ce que ce que vous avez entrepris en France, les lignes que vous avez fait bouger, sont un exemple européen aussi, à l'échelle européenne et mondiale même? Est-ce qu'il y a des équivalents ou est-ce qu'il y en a qui sont même plus en avance qu'en France? Alors, pour un coup, la France est en avance, surtout parce qu'on a la Fédé qui suit tout ça. Il y a l'Italie avec l'association Didi, Diversament Disability, avec Chiara et puis Emiliano Malagoli, voilà, j'étais en train de chercher le nom, qui eux ont développé la même activité. On roule ensemble on se rejoint. Vous vous concertez un peu? Voilà, on se concerte. On rencontre un petit peu les mêmes problèmes ces dernières années, c'est qu'on a eu... Avec toute la médiatisation qui a été faite, on est monté très haut avec beaucoup de pilotes. Mais après, il y a eu aussi beaucoup de chutes. Et je pense que beaucoup de chutes aussi ont fait canaliser certains qui voulaient reprendre. Donc là, on est un petit peu dans le creux de la vague avec moins de pilotes. Donc eux, ils ont une dizaine de pilotes, 10-15 pilotes, et nous aussi 10-15 pilotes. Mais pour un championnat, ça fait court, ça fait peu. Il y a des sélections, vous sélectionnez en fonction du niveau aussi ou non, on les fait partir sur le championnat. On les fait pas rouler en championnat d'Europe parce que là, ça roule vite. Donc une manche comme Le Mans, c'est une manche européenne. On est 30 pilotes au Mans, mais ça roule en 44 devant. Donc tu connais un peu les chronos du Mans. Toi, 44, quand tu n'as pas l'usage d'un membre, ça va vite. Hein. Puis c'est 14 tours maintenant, et ça roule 14 tours en 44 sur les derniers tours. Hein. C'est pas juste le tour de qualif. Donc voilà, ça, on est en train de développer. Il y a l'Espagne, pourtant qui est le pays porteur de la moto, qui végète un petit peu plus. Pour moi, ça, parce qu'ils n'ont pas encore un vrai référent là-bas. Ils ont une personne qui s'en occupe, mais qui a un petit handicap pour le coup aussi. Et je ne sais pas s'il communique bien, s'il draine. J'étais à Atlanta avec Loris Baz il y a un mois de ça. Et je suis en pourparlers, donc il y a des choses qui risquent de se faire aussi là-bas aux États-unis. Donc il y a Wayne Rainey qui j'ai eu au téléphone en rentrant. Wayne Rainey, bien sûr, multiple champion du monde, handicapé en 93, un accident, sans accident. Misano. Et Wayne Rainey qui m'appelle, quoi. C'était juste. Wayne Rainey qui t'appelle, c'est le truc de ça y est, fou, il y a des étapes dans la vie, mais il y a Wayne Rainey qui t'appelle. Un numéro, mais tu vois Californie en dessus. Mais je pensais que c'était une pub ou un truc de fou, quoi. Et en fait, non. Hi, it's Wayne. Oh. Et lui, psychologiquement, Wayne a mis du temps. Beaucoup de temps, A mis du temps à remonter sur une moto. Il a mis beaucoup de temps. Il est resté beaucoup de temps dans l'ombre. Pourtant, s'il y en a bien qui, mentalement, est un grand champion, c'est Wayne. Et puis, il est resté dans l'ombre aussi, beaucoup d'années. Il est resté à l'écart des circuits avant on l'a pas vu pendant beaucoup d'années. On le revoit maintenant régulièrement, enfin, surtout quand il y a le Grand Prix des Amériques et tout ça. Mais il est resté aussi beaucoup dans l'ombre. Il a rebondi. On lui a équipé sa moto il y a 4 ans sur une R1, il a refait quelques tours. Là, on s'est au téléphone s'il aimerait faire mon système de béquilles. Il aimerait être plus serein en fait à l'arrêt. Il n'aimerait pas, s'il y a une panne, il me dit, voilà. Donc là, on est en discussion là-dessus. On est en discussion aussi parce que là-bas, les sponsors, c'est une autre mentalité aux États-Unis. Et créer un championnat aux États-Unis, là-bas, un championnat handi aux États-Unis, on aurait beaucoup plus de partenaires. Et il y a surtout un vivier de pilotes qui est dans l'attente.
Et là, il y a moyen de reproduire le modèle français aux États-Unis. Mais il faut que j'y sois. Tu discutes avec Wayne. Avec Wayne, voilà, sur ça. Tout simplement. Parce qu'on a vu souvent sur les circuits de Supercross, David Bellet, qui a été un grand champion, qui est paraplégique, avec son quad, et qui était, je dirais, le coach des pilotes Honda officiels. Donc, c'est vrai que chez eux, depuis longtemps, c'est plus facile. Après, moi, j'ai une question. Est-ce que les pilotes du haut niveau, est-ce que les pilotes de MotoGP, comment ils réceptionnent, je dirais, l'image de côtoyer? Est-ce que ça les gêne parce qu'il y a la course qui va arriver, les essais qui ont lieu le vendredi ou le samedi, ou est-ce qu'ils sont à fond et qu'il n'y a pas de gêne? Il y a et ça change. Alors moi, on discute souvent avec Zarco, avec Fabio, et quand je les vois, ils sont super ouverts. Il y a eu des années où je sais que certains pilotes, mais pas les Français, aimaient pas trop parce qu'ils avaient un petit peu peur que superstition. Voilà. Mais ça a changé. Enfin, aujourd'hui, je vois Marquez quand je vais à Valencia, on discute. Bon, lui a changé aussi. Stéphane, 2011, tu fais la ligne droite du circuit du Mans en roue arrière. J'en ai des frissons là encore sur une piste détrempée. Avec des pneus mixtes. Franchement, là, c'était énorme. Tu as marqué la foule. Et tu as reproduit. Claude Michy t'a réinvité. Je l'ai fait 10 ans. 10 ans. C'est moi qui ai arrêté la 2020. Non, je l'ai encore fait la dernière. 2022, j'ai arrêté parce que bon, je suis plus là. J'ai envie de passer à autre chose aussi à ce niveau-là. Mais j'ai fait ça 10 ans, l'ouverture du MotoGP. 2017, je suis en roue arrière avec Karl Crutchlow et puis Fabio Quartararo aussi lors du tour du. J'ai vécu des choses mais incroyables quoi. Ouais, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Tu m'as dit et ça m'avait marqué, Stéphane. Tu m'as dit. Je la ressors souvent, ça m'arrive régulièrement de te citer. Alors, il n'y a pas de copyright et tu touches pas des droits sur la citation, mais je dis souvent que toi, tu dis que les valides regardent ce qu'ils peuvent pas faire et que les non valides regardent ce qu'ils peuvent faire et que souvent les non valides vont plus loin. Ouais, parce qu'une barrière, tu l'as déjà, donc tu n'as plus envie de t'en mettre d'autres. Merci Stéphane, on va te suivre. Pourquoi pas faire une course ensemble un jour, on verra. Tout est ouvert, Stéphane. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau de Power Sport News numéro 17 qui s'achève. Merci Pascal pour cette nouvelle émission, encore une fois très riche. Et nous, on se retrouve pour une prochaine émission de Power Sport News le mois prochain. Salut à tous.